1984 de George Orwell, lu par Lia Maloney, droit d'auteur, le contenu de ce livre est la propriété intellectuelle de l'IA. Le plagiat, la distribution et la commercialisation du contenu du livre requièrent l'autorisation de l'IA. Mise en garde, l'IA n'est pas responsable de l'usage que fait le lecteur des astuces, des informations et des recommandations indiquées dans ce livre. La véracité et la fiabilité du contenu du livre ne sont pas certifiées. Le lecteur est tenu de se renseigner auprès d'experts et de sources d'informations fiables pour s'assurer qu'il fait un usage adéquat de ce livre. Partie 1, chapitre 1, c'était une belle et froide journée d'avril, les horloges affichaient 13 heures. Winston Smith, le cou dans les épaules pour essayer d'échapper à un vent rétif, se faufila entre les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez rapidement cependant pour empêcher un tourbillon de poussière d'entrer à sa suite. Le hall sentait le chou bouilli et le vieux chiffon. À une extrémité, une affiche colorée, trop grande pour être en intérieur, avait été punaisée au mur. Elle représentait simplement un visage immense, large de plus d'1 mètre. Le visage d'un homme dans sa quarantaine, portant une épaisse moustache noire, aux traits d'une beauté rugueuse. Winston se dirigea vers les escaliers. Ce n'était pas la peine d'essayer de prendre l'ascenseur. Même dans le meilleur des cas, il fonctionnait rarement, et en ce moment l'électricité était coupée en journée. Ça faisait partie des économies en prévision de la semaine de haine. L'appartement était au 7e étage, et Winston, qui avait 39 ans et un ulcère variqueux au mollet droit, montait doucement, s'arrêtant plusieurs fois en chemin. À chaque étage, en face de la cage d'ascenseur, l'affiche au visage immense vous examinait depuis le mur. C'était une de ces images conçues pour vous suivre du regard où que vous alliez. Tonton te surveille, indiquait l'inscription. Dans l'appartement, une voix mielleuse lisait une liste de chiffres en rapport avec la production de fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, semblable à un miroir usé, qui occupait une grande partie du mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix s'atténua. Les mots restèrent toutefois compréhensibles. Le son de l'instrument, qui s'appelait un télécran, pouvait être diminué, mais il était impossible de l'éteindre complètement. Il se dirigea à la fenêtre. Il était une petite et frêle personne. Sa combinaison bleue, l'uniforme du parti, exacerbait la maigreur de son corps. Ses cheveux étaient clairs, son visage naturellement rubicond, et sa peau endurcie par le savon râpeux, les lames de rasoir mal taillées, et la rigueur de l'hiver qui se terminait. À l'extérieur, même à travers la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petites bourrasques faisaient tourbillonner de la poussière et des vieux papiers, et, bien que le soleil resplendît et que le ciel fût d'un bleu vif, les couleurs semblaient absentes, sauf sur les affiches placardées partout. Le visage moustachu surveillait chaque coin de rue. Il y en avait une sur l'immeuble d'en face. Tonton te surveille, indiquait l'inscription, et les yeux ténébreux plongèrent dans ceux de Winston. Il était même possible qu'il vous surveillât en permanence. En tout cas, il pouvait se brancher sur vous quand bon leur semblait. Vous deviez vivre et viviez, d'une habitude devenue innée en présumant que le moindre de vos bruits était entendu, que le moindre de vos mouvements, sauf dans le noir, était scruté. Winston tournait le dos au télécran. C'était plus sûr, bien qu'il sût pertinemment que même un dos pouvait révéler beaucoup. À 1 kilomètre d'ici, le ministère de la Vérité, son lieu de travail, un bâtiment immense et immaculé, surplombait l'environnement poussiéreux. Ceci, pensa-t-il avec un vague dégoût, c'était Londres, la capitale d'Aérozone Prime, elle-même 3e province la plus peuplée d'Océania. Il essaya d'exhumer de son enfance quelques souvenirs qui lui auraient dit si Londres avait toujours été ainsi. Y avait-il toujours eu ces horizons de maisons du XIXe siècle en décomposition, leurs murs soutenus par des planches vermoulues, leurs fenêtres colmatées par des cartons et leurs toits de tôle, leurs clôtures délabrées? Et ces lieux bombardés, où la poussière du plâtre tourbillonnait dans l'air et où les mauvaises herbes s'épanouissaient sur les piles de gravats, et là où les bombes avaient libéré plus de place, ces sordides colonies d'abris en bois, comme des clapiers. C'était peine perdue, il ne se rappelait pas. Rien ne restait de son enfance. À part quelques vives images sans contexte et pour la plupart confuses.
Le ministère de la Vérité Minivray en Novlangue était absolument différent de tous les autres bâtiments alentour. C'était une énorme structure pyramidale d'un béton blanc scintillant, s'élevant, étage après étage, 300 mètres dans les airs. D'où était Winston, il était possible de lire, gravé d'un élégant lettrage dans la façade blanche, les 3 devises du parti. La guerre C' et la paix, la liberté C' et l'apostrophe esclavage et l'apostrophe ignorance C' et la force. Le ministère de la Vérité contenait, selon les rumeurs, 3000 pièces au-dessus du sol, et autant de ramifications en dessous. Il n'y avait, dispersés dans Londres, que 3 autres bâtiments d'apparence et de taille similaire. Ils étaient si imposants que, depuis le toit de la résidence de la Victoire, vous pouviez les voir tous les 4 en même temps. Ils étaient le siège des 4 ministères au sein desquels l'ensemble de l'appareil gouvernemental était réparti. Le ministère de l'Amour était le plus effrayant. Il n'avait aucune fenêtre. Winston n'était jamais entré dans le ministère de l'Amour, et ne s'en était jamais approché à moins de 500 mètres. Il était impossible d'y pénétrer sauf pour des obligations officielles, et encore uniquement en parcourant un labyrinthe de barbelés, de portes blindées et de meurtrières équipées de mitraillettes. Même les rues menant à son périmètre le plus éloigné grouillaient de gorilles en uniforme noir, armés de matraques télescopiques. Winston s'en servit quasiment une tasse entière, se prépara au choc, et la vida d'un trait, comme un médicament. Immédiatement, son visage vira à l'écarlate et les larmes lui montèrent aux yeux. C'était comme de l'acide nitrique, et en l'avalant, vous aviez en plus la sensation de vous prendre un coup de gourdin dans la nuque. Malgré tout, peu après, la brûlure dans son estomac s'estompa et le monde commença à sembler plus réjouissant. Au lieu d'être placé, comme c'était la règle, sur le mur du fond, pour surveiller tout l'espace, celui-ci occupait le mur le plus long, face à la fenêtre. À l'une de ses extrémités se trouvait une sorte de petite alcôve, où Winston se tenait, et qui avait probablement été prévue à l'origine pour y placer des étagères. En se serrant dans l'alcôve, Winston échappait à la surveillance du télécran. Il pouvait toujours être écouté, bien sûr, mais tant qu'il restait dans cette position, il ne pouvait pas être vu. C'était en partie l'agencement inhabituel de la pièce qui lui avait suggéré ce qu'il s'apprêtait à faire. Le carnet qu'il venait de sortir du tiroir y avait également contribué. Il était remarquablement beau. Ce type de papier, doux et crémeux, un peu jauni par le temps, n'avait plus été fabriqué depuis au moins 40 ans. Il se doutait cependant que le carnet était beaucoup plus ancien que ça. Il l'avait repéré dans la vitrine usée d'un vieux brocanteur dans un quartier sordide de la ville, mais quel quartier exactement, il ne se souvenait plus, et un besoin irrépressible de le posséder l'avait soudain habité. Les membres du parti n'étaient pas censés se rendre dans les boutiques ordinaires, on appelait ça « faire marcher la concurrence », mais la règle n'était pas strictement observée. D'autant moins qu'un certain nombre de nécessités, comme les lacets ou les lames de rasoir, étaient impossibles à se procurer autrement. Il avait jeté un rapide regard autour de lui, s'était engouffré dans la boutique, et avait acheté le carnet pour 2,50 $. À l'époque, il ne pensait pas lui trouver une quelconque utilité. Il l'avait ramené fébrilement, caché dans sa sacoche. Même sans rien d'écrit dedans, c'était une possession embarrassante. Il s'apprêtait à tenir un journal. Ce n'était pas illégal en soi, plus rien n'était illégal, puisqu'il n'y avait plus de loi, mais s'il était découvert, il risquait raisonnablement la peine de mort, ou au moins 25 ans en camp de travaux forcés. Winston glissa une pointe dans le porte-plume et la lécha pour en retirer la graisse. Le porte-plume était un outil archaïque, rarement utilisé, même pour les 4 avril 1984, il recula sur son siège. Une vertigineuse impuissance l'avait envahi. Pour commencer, il ne savait même pas s'il était vraiment en 1984. L'année était approximativement bonne, puisqu'il était assez certain d'avoir 39 ans, et il pensait être né en 1944 ou 1945, mais il était impossible aujourd'hui de situer précisément une date à 1 ou 2 ans près. Pour qui, se surprit-il soudain à penser, écrivait-il? Pour le futur, pour ceux à venir. Son esprit vagabonda sur la date douteuse sur la page, et le mot de Novlangue double pense lui vint. Pour la première fois, il prit conscience de l'ampleur de ce qu'il entreprenait.
Comment communiquer avec le futur? C'était par nature impossible. Ou le futur ressemblerait au présent, et dans ce cas il ne serait pas écouté. Ou il serait différent, et ses tourments seraient sans objet. En plus, son ulcère recommençait à le démanger. Il n'osait pas le gratter de peur de déclencher une inflammation. Les secondes passèrent. Il n'avait plus conscience que de la page devant lui, de la démangeaison de son mollet, du hurlement de la musique, et d'une légère ivresse causée par le gin. Pris de panique, il commença soudain à écrire, à moitié lucide de ce qu'il inscrivait. Son écriture enfantine griffonna la page, perdant d'abord les majuscules, puis la ponctuation, 4 avril 1984. Au cinéma la nuit dernière. Que des films de guerre. Un très bon sur un bateau de réfugiés bombardé au-dessus de la Méditerranée. Le public très amusé par les tirs sur un gros bonhomme qui nage avec un hélicoptère derrière lui. Au début on le voit dériver dans l'eau comme une baleine, après on le voit dans le viseur de l'hélicoptère, après il est plein de trous et la mer autour de lui devient rose et il coule comme si les trous avaient laissé passer l'eau. Le public éclate de rire quand il coule. Après on voit un radeau plein d'enfants avec un hélicoptère au-dessus. Il y a une femme probablement une juive assise à l'avant avec un garçon de 3 ans dans les bras. Le petit garçon pleure de peur et cache sa tête dans les seins de la femme comme s'il voulait y rentrer et la femme passe ses bras autour de lui et le réconforte même si elle est effrayée aussi. Elle essaye de le recouvrir le plus possible comme si elle pense que ses bras peuvent le protéger des balles. Après l'hélicoptère largue une bombe de 20 kilos sur eux vif éclair et le radeau éclate en morceaux. Après il y a un plan magnifique du bras d'un enfant qui vole haut son bras dans les airs, un hélicoptère avec une caméra a dû filmer ça et il y a eu beaucoup d'applaudissements du côté du parti mais une femme du côté des prolos fait un scandale et crie qu'il ne faut pas qu'on ne doit pas montrer ça aux enfants, ils ne peuvent pas, ce n'est pas bon pour les enfants, elle ne s'arrête que quand la police l'attrape, la jette dehors, je ne pense pas qu'il lui arrive quelque chose, personne n'écoute les prolos, réaction typique de prolos, jamais Winston s'arrêta d'écrire. Surtout parce qu'il souffrait d'une crampe. Il ne savait pas ce qui lui avait fait exulter ce torrent d'immondices. Mais curieusement, dans le même temps, un souvenir différent s'était clarifié dans son esprit, au point qu'il préférait presque écrire ce dernier. Il réalisa que c'était à cause de cet incident qu'il avait décidé de rentrer précipitamment chez lui et de commencer son journal aujourd'hui. C'était arrivé ce matin au ministère, si on pouvait dire d'une chose aussi nébuleuse qu'elle pouvait arriver. Il était presque 11 heures, et, au département des archives où travaillait Winston, il sortait les chaises des cabines de travail et les disposait dans le hall, en face de l'immense télécran, pour les 2 minutes de haine. Winston venait de prendre place dans une des rangées du milieu quand 2 personnes qu'il connaissait de vue, mais auxquelles il n'avait jamais parlé, entrèrent dans la pièce. L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait au département des fictions. C'était à cause de l'atmosphère de terrain de hockey, de bains froids, de randonnées collectives et de moralisme généralisé qu'elle dégageait. Il détestait pratiquement toutes les femmes, et particulièrement celles jeunes et jolies, qui étaient les fanatiques les plus acharnés du parti, les avaleuses de propagande, les espionnes amateurs, les renifleuses de l'hétérodoxie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression d'être encore plus dangereuse que les autres. Ils s'étaient croisés une fois dans un couloir, elle lui avait jeté un regard si perçant qu'il fut empli d'une terreur noire. Il supposait même que c'était une agente de la police des pensées. C'était, il est vrai, assez peu probable. Malgré tout, il continuait à ressentir un mal-être teinté de peur et d'hostilité dès qu'elle était dans les environs. L'autre personne était O'Brien, un membre du parti intérieur qui occupait un poste si important et lointain que Winston n'avait qu'une vague idée de sa nature. Un silence passa sur les personnes autour des chaises dès qu'elles virent approcher la combinaison noire d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme bien bâti, au cou épais, et au visage grossier et brutal malgré une lueur d'humour. Contrastant avec cette apparence impressionnante, ses manières avaient un certain charme. Il prit place dans la même rangée que Winston, à quelques chaises de lui. Une petite femme aux cheveux blonds, qui travaillait dans la cabine à côté de celle de Winston, était entre eux. La fille aux cheveux noirs était assise juste derrière. Soudain, comme venant d'une machinerie infernale, un grincement effroyable retentit depuis le grand télécran au bout de la pièce. C'était un son à vous faire serrer les dents et hérisser les poils du dos. La haine avait commencé.
Comme d'habitude, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, était apparu sur l'écran. Des sifflements s'élevèrent ici et là. La petite femme blonde couina de peur et de dégoût. Goldstein était le traître qui, il y a bien longtemps, personne ne se souvenait quand exactement, avait été un des dirigeants du parti, quasiment au niveau de Tonton lui-même, mais qui, après s'être engagé dans une contre-révolution, avait été condamné à mort avant de s'échapper mystérieusement et de disparaître. Même si le programme des 2 minutes de haine changeait tous les jours, Goldstein en était toujours le principal protagoniste. Il était le Judas originel, le premier infidèle du parti. Tous les crimes ultérieurs contre le parti, toutes les trahisons, tous les actes de sabotage, toutes les hérésies, toutes les déviances, tout découlait directement de ses enseignements. Quelque part, il était encore vivant, et mûrissait ses conspirations, peut-être de l'autre côté de la mer, sous la protection de ses mécènes, ou même, comme le disait quelquefois la rumeur, caché ici, en Océania. Winston avait la gorge nouée. Il ne pouvait pas voir le visage de Goldstein sans un douloureux mélange de sensations. Ce maigre visage de juif, auréolé d'un touffe de cheveux blancs et d'un petit bouc, un visage intelligent, et pourtant parfaitement détestable, avec cet air de folie sénile, et ce long nez au bout duquel se perchaient des binocles. Il ressemblait à un mouton, et sa voix aussi ressemblait à un bêlement. Goldstein crachait son habituel venin contre les doctrines du parti, des attaques si grotesques et malveillantes qu'un enfant aurait pu les contredire, et pourtant juste assez crédibles pour suggérer que, possiblement, des esprits moins éclairés que le vôtre puissent tomber dans le piège. Et pendant tout ce temps, si quelqu'un nourrissait encore des doutes sur la véracité du boniment de Goldstein, derrière lui défilaient des colonnes sans fin de soldats eurasiens ligne après ligne, des hommes robustes, au visage mutique d'asiatiques, remplissaient l'écran avant de disparaître et d'être remplacés par d'autres identiques. Le rythme lourd de leurs bottes était la toile de fond des bêlements de Goldstein. La haine n'avait même pas atteint les 30 secondes que déjà la moitié des personnes présentes poussaient des hurlements de rage incontrôlés. Le visage de mouton satisfait à l'écran et le terrifiant pouvoir de l'armée eurasienne derrière lui était trop à endurer, d'autant que la vue ou la simple pensée de Goldstein produisait automatiquement de la peur et de la haine. Il était un objet de détestation plus constant que Razia ou Estasia, puisque quand Océania était en guerre contre l'un de ses pouvoirs, elle était généralement en paix avec l'autre. Mais il était toujours aussi étrange qu'alors que Goldstein était détesté par tout le monde, alors que tous les jours, une centaine de fois par jour, au pupitre, au télécran, dans les journaux, dans les livres, ses théories étaient contredites, détruites, ridiculisées, sa pitoyable bêtise mise au grand jour. Malgré tout ça, son influence semblait ne jamais s'éteindre. Il y avait toujours de nouveaux crédules qui l'amadouaient. Jamais une journée ne passait sans que des espions et des saboteurs à ses ordres ne fussent démasqués par la police des pensées. Le livre. On ne savait tout ceci qu'au travers de vagues rumeurs. Ni la fraternité, ni le livre n'étaient mentionnés par les membres du parti s'ils pouvaient l'éviter. Dans sa deuxième minute, la haine devint frénétique. Les participants trépignaient sur leurs chaises et hurlaient avec rage pour couvrir la voix qui s'échappait de l'écran. La petite femme blonde avait viré au rouge, et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson échoué. Même le visage d'O'Brien s'était empourpré. Le plus terrifiant dans les 2 minutes de haine n'était pas l'obligation d'y assister, mais qu'il était impossible de ne pas participer. En moins de 30 secondes, plus besoin de faire semblant. Un immonde orgasme de peur et de rancune, un désir de tuer, de torturer, de défoncer des têtes au marteau, semblait se propager dans le groupe comme une étincelle électrique, transformant chacun, même contre son gré, en un démon hurlant et grimaçant. Et pourtant, la rage ressentie était une émotion abstraite et déconnectée, qui pouvait être redirigée d'un sujet à un autre, comme la flamme d'un chalumeau. Ainsi, à un moment, la haine de Winston ne fut plus dirigée contre Goldstein mais, au contraire, contre Tonton, contre le parti, contre la police des pensées, et son cœur se tourna alors vers l'hérétique solitaire moqué sur l'écran, dernier gardien de la vérité et de la probité dans un monde de mensonges. Et pourtant, l'instant d'après, il ne faisait plus qu'un avec les personnes l'entourant, et tout ce qui était dit au sujet de Goldstein lui semblait vrai. Dans ces moments-là, sa haine secrète de Tonton se transformait en adoration,
et Tonton semblait s'élever tel un protecteur invincible et intrépide, droit comme un roc face aux hordes d'Asie, et Goldstein, malgré sa solitude, son impuissance, et le doute qui subsistait sur son existence même, ressemblait à un sinistre sorcier, capable par le simple pouvoir de sa voix d'ébranler les fondements de la civilisation. Il la détestait parce qu'elle était jeune, et jolie, et prude, parce qu'il voulait coucher avec elle et qu'il ne le pourrait jamais, parce qu'autour de cette mignonne et gracile taille, qui semblait vous supplier de l'enlacer, il n'y avait que cette ignoble ceinture écarlate, symbole agressif de chasteté. La haine atteignit son apogée. La voix de Goldstein s'était vraiment muée en bêlement, et l'espace d'un instant, son visage devint celui d'un mouton. Puis le visage de mouton se transforma en celui d'un soldat eurasien avançant, immense et terrifiant, sa mitraillette rugissant, et semblant traverser l'écran, à tel point que des personnes au premier rang se tassèrent dans leurs chaises. Au même moment, au soulagement général, le visage hostile devint celui de Tonton, cheveux et moustaches noires, empli de pouvoir et d'une sérénité mystérieuse, si imposant qu'il remplissait presque tout l'écran. Personne n'écouta ce que Tonton dit. C'étaient quelques vagues mots d'encouragement, le genre de mots prononcés dans le vacarme de la bataille, incompréhensibles individuellement mais qui redonnaient confiance par le seul acte d'être prononcés. Puis le visage de Tonton s'estompa, et les 3 devises du parti apparurent en grandes lettres majuscules. La guerre C' et la paix, la liberté C' et L' esclavage et l'ignorance C' et la force. Le visage de Tonton sembla persister plusieurs secondes sur l'écran, comme si l'impact qu'il avait eu sur la rétine de chacun avait été trop vif pour disparaître immédiatement. La petite femme blonde se jeta sur le dossier de la chaise devant elle. Dans un murmure tremblant qui sonnait comme « Mon sauveur », elle tendit ses bras en direction de l'écran. Puis elle prit son visage dans ses mains. Il devint apparent qu'elle déclamait une prière. À ce moment, tout le groupe entra dans une psalmodie profonde, lente, rythmée. « Tonton. Tonton. Tonton », répété encore et encore, très lentement, avec une longue pause entre chaque mot, un murmure lourd, étrangement sauvage, duquel s'échappait presque le son des pieds nus tapant le sol et le battement des tam-tams. Ils continuèrent pendant au moins 30 secondes. C'était un refrain qu'on entendait souvent dans ces moments d'intense émotion. En partie une sorte d'hymne à la sagesse et à la majesté de Tonton, mais surtout un acte d'hypnose volontaire, un refoulement délibéré de la conscience par le martèlement des mots. Winston sentit ses entrailles se nouer. Si pendant les 2 minutes de haine il ne pouvait s'empêcher de partager le délire général, cette scansion primitive de « Tonton, Tonton » l'emplissait toujours d'horreur. Bien sûr, il chantait avec les autres, il était impossible de faire autrement. Dissimuler ses sentiments, contrôler ses expressions, faire comme tous les autres, c'était un réflexe inné. Mais pendant quelques secondes, il avait été possible que l'expression dans ses yeux l'eût trahi. Et c'était exactement à cet instant que s'était produit l'événement remarquable si, toutefois, il s'était vraiment produit. Ses yeux se tournèrent brièvement vers O'Brien. Ce dernier s'était levé. Il avait enlevé ses lunettes et était en train de les remettre avec son geste caractéristique. Le temps d'une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, et Winston sut oui, il sut. Qu'O'Brien pensait la même chose que lui. Un message indiscutable était passé. Comme si leurs 2 esprits s'étaient ouverts, et leurs pensées s'échangeaient à travers leurs yeux. « Je suis avec toi », semblait lui dire O'Brien. « Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais tout de ton mépris, de ta haine, de ton dégoût. Mais ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. » Puis l'éclair d'intelligence s'éteignit, et le visage d'O'Brien redevint aussi insondable que celui des autres. C'était tout, et déjà il doutait que cela se fût vraiment passé. De tels incidents n'avaient jamais de suite. Il ne faisait qu'entretenir en lui la croyance, ou l'espoir, que d'autres que lui étaient aussi les ennemis du parti. Les rumeurs de grandes conspirations clandestines étaient peut-être vraies, après tout peut-être que la fraternité existait réellement. Il était impossible, malgré toutes les arrestations, les confessions et les exécutions, d'être sûr que la fraternité n'était pas simplement un mythe. Certains jours il y croyait, d'autres non. Cela aurait été incroyablement dangereux, même s'il avait su comment s'y prendre. Pendant 1 ou 2 secondes, ils avaient échangé un regard équivoque,
Fin de l'histoire. Mais c'était déjà un événement extraordinaire qui brisait la solitude forcée dans laquelle chacun devait vivre. Winston se redressa sur sa chaise. Il laissa s'échapper un rot. Le gin remontait de son estomac, ses yeux se concentrèrent sur la page. Il découvrit que pendant sa réflexion, il avait également écrit, de manière complètement automatique. Et ce n'était plus la maladroite et laborieuse écriture d'avant. La plume avait voluptueusement glissé sur le papier, marquant de larges lettres. Mort à tonton, 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 encore et encore, remplissant la moitié de la page, il ne put s'empêcher de ressentir un frisson de panique. C'était absurde, puisqu'écrire ces mots n'était pas plus dangereux que le fait de tenir un journal. Mais pendant un instant il contempla l'idée de déchirer la page et d'abandonner tout le projet. Cependant, il ne le fit pas. Il savait que c'était inutile. Qu'il écrivît « mort à tonton » ou qu'il s'abstint ne changeait rien. Qu'il continuât le journal ou qu'il l'arrêtât ne changeait rien. La police des pensées l'attraperait dans tous les cas. Il avait commis et aurait commis, même sans rien avoir écrit le crime essentiel, celui qui contenait tous les autres. Il l'appelait le crime pense. Le crime pense ne pouvait pas être dissimulé pour toujours. Vous pouviez le cacher pour quelque temps, plusieurs années même, mais tôt ou tard, il vous attraperait. Pendant un instant, il fut pris d'une sorte d'hystérie. Il commença à griffonner nerveusement, « Ils me tueront, je m'en fous, ils me tireront dans le dos, je m'en fous, mort à tonton, ils vous tirent toujours dans le dos, je m'en fous, mort à tonton ». Il recula sur sa chaise, légèrement honteux, et posa le porte-plume. Il sursauta violemment, on frappait à la porte. Déjà. Il s'immobilisa sur sa chaise, dans l'espoir vain que qui que ce fût, il s'en irait après un seul essai. Mais non, on frappa à nouveau. Le pire serait de repousser le moment fatidique. Son cœur battait la chamade, mais son visage, par habitude, était probablement de marbre. Il se leva et marcha lourdement vers la porte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque audio audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.